Bonjour à tous, je suis le commandant Guégan, le chef du centre d'information et de recrutement des forces armées. Donc c'est le centre de recrutement qui est situé 2 rue Pagésie. Donc vous le trouvez entre la place de la Comédie et la gare Saint-Roch. Je suis accompagné aujourd'hui de l'adjudant-chef Dupont qui représente l'armée de l'air. Donc nous avons pour les 3 armées un stand virtuel que vous pouvez aller visiter où un conseiller en recrutement répondra bien volontiers à toutes vos questions. On, on aura un créneau aussi de réponse à vos questions en direct après la conférence, après la présentation qu'on va vous dérouler avec un PPT. Bon, Alors, le PPT. Alors, on va faire une présentation commune sur les 3 armées. On va parler des métiers dans un premier temps, les métiers communs aux 3 armées. Il faut savoir que les opérations militaires se font bien souvent en interarmée. Donc, on retrouve la marine, l'armée de terre et l'armée de l'air. Donc, hop, pour passer les slides. Les métiers communs. Donc, on retrouve tous les métiers de la protection. Voilà. Donc, les métiers de la protection représentent les forces spéciales, les pompiers, la défense sol-air, les maîtres chiens et les fusiliers. Donc, pour ces métiers-là, on va sélectionner des candidats qui auront une bonne condition physique, plutôt sportif. Ce seront les prérequis majeurs. Dans les pompiers, on retrouve les pompiers de Marseille, les pompiers de Paris, qui dépendent de l'armée de terre. Et dans l'armée de l'air, on a les pompiers de l'air, qui sont des pompiers spécialisés pour tout ce qui est feu d'aéronef. Les maîtres chiens travaillent avec les fusiliers et les commandos. Donc voilà. Force spéciale, bon, pas besoin de s'étendre dessus. Ce sont des forces particulières qui mettent qui mènent des opérations particulières. Et la défense solaire, beaucoup dans l'armée de l'air, notamment à Istres. Ils sont capables de faire des bulles de protection lorsqu'il y a des événements comme par exemple le 14 juillet. On va faire des bulles de protection. Voilà. Donc là, les métiers suivants, on retrouve les systèmes d'information et de communication. Donc ici, on a beaucoup de postes, un recrutement assez important en informatique notamment, tout ce qui est réseau, la cyberdéfense et la transmission. Que dire de plus? C'est exactement le même type de métier qu'on retrouve dans le civil, sauf que là, vous êtes en tenue militaire et vous allez travailler sur une chaîne de bout en bout. C'est-à-dire que vous serez, admettons, dans le civil, dans une entreprise, à travailler sur quelque chose de bien précis. Dans les armées, l'avantage, c'est que vous arrivez sur le terrain et vous mettez en place. Vous êtes dans le désert et vous devez monter soit un camp, soit une base aérienne, et vous allez devoir toucher tous les, aidez-moi, je trouve plus mes mots. Tous les systèmes d'information. Tous les systèmes entre le moment où on branche les réseaux et le moment où le militaire va pouvoir transmettre ou utiliser son ordinateur. Ensuite, on retrouve le domaine du renseignement avec la guerre électronique, les analystes, la détection, les drones. Donc, dans les renseignements, on a des linguistes également. Donc là, on va avoir des candidats qui sont intéressés par tout ce qui est géopolitique, qui sont curieux, qui aiment s'intéresser à l'actualité. Donc, pas mal de métiers un peu différents. Il y a ceux qui vont travailler avec des casques pour écouter ce qui se passe au niveau des ennemis. Ceux qui vont intercepter des réseaux, il y a la guerre électronique. On peut le faire depuis le sol, depuis les avions. Voilà le domaine du renseignement assez vaste. Pour les linguistes, on peut partir de rien et au bout de 2 ans de formation, vous pouvez parler des langues comme l'arabe, le chinois, les langues rares, le slave, le russe. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, on retrouve l'aéronautique. Alors, ça peut surprendre, mais on a des métiers de l'aéronautique dans les 3 armées.
L'aéronaval, ils ont des hélicoptères, ils ont des avions, quelques avions de transport. Dans l'armée de l'air, bien entendu, on retrouve les 3 types d'aéronefs avec les drones. Et dans l'armée de terre, on retrouve également, notamment, des hélicoptères de combat. Donc, pour faire voler tous ces aéronefs, on va avoir besoin de mécaniciens, on va avoir besoin forcément de pilotes, de navigateurs, ce qu'on appelle, on peut appeler le copilote, celui qui va s'occuper de la navigation, de délivrer l'armement. Pour entraîner ces pilotes, on va retrouver des moniteurs simulateurs de vol. Donc, c'est un métier spécifique pour pouvoir former les pilotes. On va retrouver les météorologues. C'est une formation qui se fait à Toulouse, dans le civil, chez Météo France. Et on retrouve les contrôleurs aériens pour pouvoir aiguiller les avions. Ou, dans l'armée de l'air, en plus, on a la spécialité de la surveillance aérienne. Voilà pour l'aéronautique. Ensuite, la maintenance. Forcément, pour faire voler ces avions, il va nous falloir des mécaniciens. Il va nous falloir aussi des personnes spécialisées dans l'armement. Donc, on retrouve des armuriers. On retrouve les métiers de l'électronique, tout ce qui est métier aéronautique, le bâtiment. Alors, bâtiment, c'est pareil. Quand on arrive dans le désert, il va falloir monter un camp. Donc, on va avoir des spécialistes du chaud-froid, climatisation, les spécialistes du bâtiment, de la construction de préfabriqués, de hangars. Donc, c'est tout des systèmes spécifiques. La mécanique, on va avoir les mécaniciens qui sont capables d'intervenir sur des chars. On va avoir des mécaniciens qui sont capables d'intervenir sur le porte-avions Charles de Gaulle, sur des choses nucléaires. Nos mécaniciens avions dans l'armée de l'air. Voilà. L'électrotechnique. Voilà. Et l'informatique, on en a parlé tout à l'heure. Il faut bien dépanner les ordinateurs. Le soutien de l'homme. Alors, on a des avions, on a des chars, on a des navires, des bâtiments de combat. Il faut aussi s'occuper des soldats, ce qu'on appelle le soutien de l'homme. On retrouve toutes sortes de métiers qu'on retrouve également dans le civil. On retrouve des comptables, on retrouve des secrétaires. Le militaire, il faut bien qu'il soit payé à la fin du mois, donc on a les comptables, secrétariat, tout ce qui est logistique et transport. Quand on est sur le terrain, il faut un système de logistique qui permet de nous amener sur le terrain, de quoi manger, des munitions, du matériel, etc. Donc tout ce qui est logistique. La santé. On retrouve dans les 3 armées des auxiliaires sanitaires. Ce sont pas des infirmiers, ce sont pas les médecins. Les infirmiers, les médecins, les vétérinaires dépendent du service de santé des armées à Lyon. Donc c'est une branche à part. C'est un recrutement spécifique. En revanche, dans les armées, on a des auxiliaires sanitaires. Des moniteurs de sport. Tous les militaires font chaque année des épreuves sportives, sont testés chaque année. Puis il y a également les compétitions interarmées ou interunités qu'on peut organiser, que les moniteurs de sport organisent. Il y a aussi, la formation et le coaching du pilote, du fantassin. Donc, on a des moniteurs de sport qui sont là pour préparer, faire des plans d'entraînement et suivre les soldats. La restauration aussi, important, il faut bien manger. Donc, on mange bien sur le terrain. On est une des armées reconnues pour ça. Donc on a des agents de la restauration. Voilà, donc ça c'est un point important. Tout ce qui est soutien de l'homme. Vous voyez, les métiers sont très variés. On retrouve à peu près la même chose dans le civil. Il faut bien imaginer que quand on est sur le terrain, quand on a une base aérienne ou un camp sur le terrain, notamment par exemple, on prend l'exemple du Mali, on a le camp principal qui est le camp de Gao. Et on va avoir 2000, 3000 hommes, 4000 hommes. Il va falloir manger, il va falloir gérer tout ce qui est secrétariat, comptabilité, les véhicules, les maintenances des véhicules, les transmissions, les ordinateurs. C'est un village, c'est un petit village, un gros village quand même, 2-4000 personnes. Donc on retrouve tous ces métiers. Voilà. Alors pourquoi pas moi? Les conditions. Très simple, on va les dérouler direct. Il faut, dans un premier temps, être de nationalité française. Ça, c'est la condition sine qua non. Ensuite, on va faire un recrutement qui va s'étaler entre l'âge de 17 ans, 17 ans et demi à 30 ans. Il faut être apte
médicale. Donc la première chose qu'on va faire, c'est une visite médicale. Il faut être apte médical et avoir une condition physique correcte. Alors bien entendu, ça va être, on va s'adapter, c'est-à-dire qu'on va pas demander la même condition physique pour un fantassin que pour un mécanicien ou une secrétaire. Maintenant, il faut être en bonne condition physique, malgré tout. JDC effectué. Alors ça, c'est la journée défense citoyenneté. Vous avez été recensé à l'âge de 16 ans à votre mairie et ensuite, à partir de 17 ans, vous êtes convoqué pour faire votre JDC. Donc ça, il faudra l'avoir effectué pour pouvoir rentrer dans les armées. Et jouir de ses droits civiques, tout simplement, il faut pas avoir fait de grosses bêtises et avoir un casier judiciaire vierge ou quasi vierge. Voilà, on peut éventuellement parfois passer sur quelques petits écarts de jeunesse, mais ça va dépendre de l'écart. Un petit écart, pourquoi pas. Maintenant, si vous avez fait des choses pas bien par le passé, ça va être compliqué de rentrer dans les armées. Voilà, ça c'est pour les conditions. Les évaluations. Alors, on va prendre un cas simple. Vous voulez faire fantassin, combattant, transmetteur, informatique, mécanicien avion. Vous allez venir dans un CIRFA, un centre de recrutement, comme ici à Montpellier, 2 rue Pagésie, derrière le sport Planchon, à côté de la gare. Et vous allez soit faire une information collective, soit avoir un rendez-vous individuel avec un conseiller. Et vous allez monter un dossier. Une fois que le dossier est monté, on va vous envoyer passer des tests d'évaluation qui vont durer 2 jours et qui vont commencer par la visite médicale. Voilà. Un médecin militaire va vous passer de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Et si tout est bon pour le médecin, on continue l'aventure et on enchaîne sur des tests psychotechniques. Là, il va y avoir un certain nombre de volets qui seront vus, le verbal, l'arithmétique, la logique, bref, des tests de QI pour faire simple. Puis on enchaîne sur des tests d'anglais, compréhension écrite sous forme de QCM. Ça, c'est le premier jour. Et le deuxième jour, on va faire les épreuves sportives. L'épreuve sportive, test de course à pied, qu'on appelle le test du Luc Léger. C'est les allers-retours entre 2 lignes espacées de 20 mètres. Puis, pour les garçons, il va falloir faire des tractions. Pour les filles, du tirage poulie haute. Alors, c'est ni plus ni moins que le banc de musculation où on doit tirer une barre à la poitrine et faire le maximum de répétitions. Et on termine par des squats. Il faut en faire le maximum en 1 minute. Vous avez toutes ces infos sur YouTube, sur Internet, si vous voulez avoir des précisions sur les barèmes, etc. Et on termine ces 2 jours par un entretien de motivation avec un conseiller qui va un petit peu jauger vos connaissances sur les armées, sur l'armée de terre, sur l'armée de l'air. Si vous êtes dans l'armée de terre, hein, le conseiller armée de terre va pas vous poser des questions sur l'armée de l'air, bien entendu, mais en gros, on va vous poser des questions sur la formation qui vous attend, sur le métier qui vous attend. On va mesurer votre motivation, tout simplement. Voilà. Le parcours professionnel. Alors, on a 3 statuts dans les armées. Le militaire du rang, d'accord, c'est l'exécutant, pour faire simple. On va recruter du niveau 3e à bac, d'accord. Ensuite, on retrouve les sous-officiers qu'on va recruter du niveau bac, globalement à bac plus 3, même si on a des bac plus 4, bac plus 5 qui postulent pour faire sous-officier, ça arrive. Globalement, le gros recrutement est de bac à bac plus 3. C'est le cadre, d'accord, c'est le chef d'équipe. Et ensuite, on a, sur le dernier niveau de la pyramide, les officiers qu'on va recruter à partir du bac plus 3, en officier sous contrat ou sur concours pour les grandes écoles comme Saint-Cyr, l'école de l'air, par exemple. Voilà. Donc, militaire du rang, sous-officier, officier. Okay. L'avantage dans les armées, c'est qu'on peut passer de soldat à sous-officier ou de sous-officier à officier ou tout simplement de soldat à sous-off, de sous-off d'un coup, quasiment en quelques années. On peut partir de tout en bas et arriver tout en haut de la pyramide. Et pour cela, il suffit de passer des concours, des sélections, des examens. Donc, si vous êtes motivé et si vous vous donnez les moyens, vous pouvez commencer tout en bas et finir tout en haut. D'accord? C'est tout à fait possible. Attention, je vous dis pas que ça se fait tout seul, hein. Il va falloir travailler, mais c'est possible. Hop. Ensuite, la sélection, on l'a vu. Une fois que vous avez passé les tests, il va y avoir une commission. Et si vous êtes recruté, vous allez vous engager. Vous allez signer votre contrat, toucher votre pactage et faire votre formation militaire. Les classes. Bon. Une fois que cette formation militaire
est faite, vous allez enchaîner sur une formation professionnelle plus ou moins longue. Tout dépend des armées, tout dépend de votre statut, il y a plein de variables. Vous êtes formé et vous êtes affecté et vous faites votre métier. Et tout au long de votre carrière, c'est ce qu'on voit là, vous serez formé, vous allez avoir des missions, vous allez évoluer et à chaque fois que vous partirez en stage, vous allez pouvoir au fur et à mesure évoluer. Et ça fonctionne comme ça. Formation, mission, évolution. Une fois que vous avez fait votre premier contrat, deuxième contrat, bref, quand vous aurez décidé d'arrêter l'armée et de poursuivre dans le civil, d'années que vous aurez passé dans l'armée, vous aurez droit à une reconversion. Donc l'armée va vous payer un stage ou une formation pour rebondir dans un autre métier ou dans le même métier que vous faisiez dans l'armée, mais avec d'autres qualifications, par exemple. Voilà, donc, valorisation des compétences humaines et professionnelles tout au long de votre carrière. Je poursuis mes études. Alors, il y a des classes préparatoires militaires, qu'on appelle semi-intégrées. On en a dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air, dans la marine. Ça permet de préparer plus facilement les concours des grandes écoles militaires. Voilà, tout ça. BTS, DUT. Je sais pas pourquoi il y a marqué BTS, DUT, parce que pour certains métiers, notamment dans l'armée de l'air, vous pouvez passer votre BTS dans l'armée. Je prends l'exemple des mécaniciens à Lyon. Ça peut arriver, selon à quel moment vous êtes recruté dans l'année, si vous avez des bons résultats en test, être mis dans une classe qui passera son BTS dans l'armée. Et ça représente vraiment une minorité de personnes. Allocation financière spécifique de formation. Pour certaines spécialités, pour certains métiers, notamment dans le domaine de l'informatique, dans la cyberdéfense, on peut monter un dossier pour que l'armée vous finance vos études. Donc il faut vraiment rentrer dans le cadre et derrière vous vous engagez à rentrer dans l'armée. Voilà. Donc c'est vraiment spécifique. Ça, on peut rentrer dans les détails de ces points directement en CIRFA avec un conseiller. 3 sites internet que vous connaissez sûrement déjà: s'engager.fr, êtremarin.fr et deveniraviateur.fr. Sur ces sites, vous avez les fiches métiers, des détails sur le recrutement, sur le processus, sur les tests de sélection. Tout ce qu'on a vu là, vous retrouverez les informations sur ces sites internet. Possibilité aussi de prendre un rendez-vous à travers ces sites internet avec un conseiller. Voilà. Alors maintenant, on est sur la phase des questions. Donc on a un temps donné en interaction avec vous. Donc là. Hop. Est-ce qu'il y a eu déjà des questions sur le chat? Oui. Sur lesquelles je peux répondre? Qu'est-ce qu'on avait? Une question à laquelle? Préparation militaire. Les préparations militaires. Les préparations militaires. Alors, il y a quelqu'un parmi vous qui a posé des questions, qui voulait avoir des renseignements sur les préparations militaires. Dans les 3 armées, on peut faire, entre guillemets, un stage de préparation militaire, ce qui permet de voir un petit peu ce qu'est la vie militaire. Vous avez envie de rentrer dans l'armée, vous savez pas, vous avez des doutes, vous savez pas trop si c'est fait pour vous. Eh bien, vous êtes étudiant, vous avez plus de 16 ans. Eh bien, vous pouvez vous inscrire sur Internet en passant par le site des réservistes, êtreréserviste.fr, je crois que c'est ça. Et vous serez convoqué pour l'armée de l'air. C'est 2 périodes pendant les vacances scolaires. Vous serez en tenue militaire et pendant cette période de vacances scolaires, vous serez sur une base aérienne et on va vous apprendre les grades, on va vous apprendre un petit peu le métier de militaire, à marcher au pas, etc. D'accord? L'armée de terre, ça fonctionne à peu près de la même manière. La préparation militaire, armée de terre. Oui, c'est le même système. À part que nous, les périodes, ce qu'on appelle les PM, les périodes militaires sont plus particulièrement destinées aux candidats. Donc quelqu'un qui a déjà pris la décision de s'engager, qui lance un parcours de recrutement chez nous, et dans ce cadre-là, on va lui ouvrir des places en période militaire pour confirmer son projet.
Donc on est quand même moins dans la découverte et déjà une volonté d'ailleurs de s'engager quand il s'agit de période militaire pour l'armée de terre. Pour la marine, il me semble que c'est une dizaine de jours et c'est les week-ends. Donc chaque armée a son principe de fonctionnement, mais on peut tout à fait faire une préparation militaire et ça aide à dégrossir au niveau des connaissances sur l'armée. Ensuite, qu'est-ce on avait des questions? N'hésitez pas sur le chat à poser les questions. Est-il possible d'être recruté après avoir fait une licence de sciences ou de STAPS? STAPS. Là, je peux répondre. Oui, évidemment, vous pouvez être recruté. Donc là, vous l'avez compris, on vous a présenté les métiers communs aux trois armées. Donc c'est les familles de métiers que vous allez retrouver dans les trois armées. Après, chaque armée a son domaine, a ses domaines spécifiques de recrutement. Donc licence STAPS, oui, c'est possible. C'est pas forcément possible que dans le sport. Donc oui, évidemment, vous pouvez vous destiner au métier de moniteur de sport. Ça existe dans les trois armées, évidemment. Ça oblige à passer des agréments techniques. Donc on a dans le parcours de recrutement des agréments techniques à passer pour s'assurer qu'on a le niveau quand même requis en termes de sport pour postuler sur ce genre d'offre de moniteur de sport. Voilà. Après, il faut pas se restreindre dans ce domaine-là. Licence TAPS, c'est très bien, ça peut ouvrir vers plein d'autres domaines. Ça dépend aussi le bac que vous avez à la base, et ça dépend aussi, comme l'adjudant-chef vous l'a présenté, de la catégorie sur laquelle vous postulez. Si vous postulez en militaire du rang, donc en bas de la pyramide, en sous-officier premier cadre ou en officier. Donc là, il y a différentes portes qui sont ouvertes. Il faut déjà voir ce à quoi vous aspirez en termes de responsabilité, et après le domaine de spécialité dans lequel vous voulez vraiment exercer, s'il se restreint en sport ou pas. D'autres questions sur le chat? Combien dure la préparation militaire dans l'armée de l'air? La préparation militaire. Oui, la durée du stage. Alors, préparation militaire, c'était, je pense, au niveau des classes. Donc, vous avez une préparation militaire initiale qui est de 4 mois pour les sous-officiers à l'école de Rochefort-sur-Mer. Donc ça, c'est pour les sous-officiers, 4 mois. Vous allez apprendre à marcher au pas, chanter, défiler, vous ferez du sport, vous apprendrez les grades, vous allez faire du tir. Voilà. Pour les militaires du rang, pour le statut du dessous, la formation militaire qui se fait à Orange va durer 2 mois. Voilà. Ces périodes-là actuellement ont été adaptées par rapport à la crise sanitaire, donc les stages ont été réduits, notamment parce qu'on a réduit tout ce qui est cours de sport collectif. Donc là actuellement, on est sur une période militaire pour les sous-officiers de 2 mois et demi actuellement, mais ça évolue en fonction de la crise. Voilà. Après, au niveau il n'y a pas eu de question là-dessus. Au niveau du statut du militaire, il y a certains avantages qui sont quand même assez intéressants. Je parlais juste avant de la crise sanitaire. Il y a une certaine sécurité d'emploi, même si tout le monde commence par un contrat d'engagement qui va avoir une durée variable en 6 ans, renouvelable. Vous avez une forme de sécurité d'emploi. Actuellement, c'est pas négligeable. Vous avez sur une année 9 semaines de congé, et vous avez également les réductions pour le train. Vous payez 25% de votre billet. Voilà. Alors, avant d'être fusilier, avant d'être mécanicien avion, avant d'être secrétaire, il faut pas oublier que vous êtes militaire, que ce soit pour la marine, que ce soit pour l'armée de l'air, hein, même si on a tendance à dire que la marine et l'armée de l'air sont des métiers qui sont pas de l'avant et qui sont pas des métiers de combattants. Ça n'empêche que on est militaire avant tout. Donc, ça veut dire disponibilité. Là, dernièrement, on peut parler de l'opération Alliance avec la crise du Covid. Eh bien, l'armée de l'air a été sur le front, sur la métropole, sur le territoire pour évacuer des malades du Covid à l'est de la France. L'armée de terre, avec le service de santé des armées, ont monté des hôpitaux de campagne. Voilà. Donc, on est aussi amené à intervenir sur le territoire national quand il y a besoin. Ouais, une question? Peut-on passer du personnel navigant, non navigant au personnel navigant?
oui, on peut passer du personnel non navigant au personnel navigant dans l'armée de l'air sous certaines conditions. Déjà, il faut faire partie, en tant que, par exemple, si on est sous-officier, il faut être mécanicien avion ou avionique dans un premier temps, faire une période de 5 ans au sol, mécanicien au sol, pour ensuite passer un concours pour passer mécanicien navigant. Ensuite, vous pouvez aussi être sous-officier, passer le concours interne pour faire officier, qu'on appelle les EMA, et à ce moment-là, passer des tests pour voir si on est apte à être pilote. Autre possibilité, vous pouvez être militaire du rang, sous-off, officier sous contrat, à partir du moment où vous avez un baccalauréat en poche, même si vous êtes déjà militaire, si vous avez moins de 27 ans, vous pouvez toujours passer des tests externes pour faire pilote ou navigateur. Donc c'est assez rare, mais ça peut se faire. Voilà, vous pouvez commencer mécanicien avion à l'âge de 18 ans et à l'âge de 20 ans passer des tests externes pour faire pilote. Oui. Je rebondis sur ce que dit l'adjudant-chef. Donc vous l'avez bien compris, la présentation commune. Hein. Pour tout ce qui est domaine de l'aéronautique, il n'y a pas que l'armée de l'air qui est concernée. Hein. Donc la majorité des pilotes d'hélicoptères sont dans l'armée de terre, dans l'aviation légère de l'armée de terre. Donc dans ce domaine-là, on recrute des pilotes d'hélico et tout le soutien qui va avec, comme ça vous a été présenté. Donc il faut, si vous êtes attiré par ces domaines-là, il faut bien vous renseigner sur les spécificités dans les 3 armées. Mais les 3 armées recrutent dans ces domaines-là et il faut l'avoir en tête. Alors, il y a une question sur les lunettes. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans les armées avec des lunettes? Oui, bien sûr. Maintenant, ça peut poser problème dans certains métiers. C'est-à-dire que pour les métiers de pilote, on va être vigilant sur l'acuité visuelle. Donc, c'est le médecin qui va se prononcer. Maintenant, voilà, pour certains métiers, les lunettes pourraient être problématiques. Le secrétaire, le militaire de sport, peut avoir des lunettes, ça pose pas de problème. Voilà. Alors sur ces questions-là, comme vous l'a présenté l'adjudant-chef, voir après en fonction de la visite médicale ce qui est possible ou pas de faire. Alors là, j'exclus évidemment les grosses pathologies ou les gros problèmes, hein, mais voilà, pour les problèmes de vue, c'est loin d'être rédhibitoire. Je sais qu'on a eu une question sur comment devient-on tireur de précision. Donc tireur de précision, là je vais parler pour l'armée de terre. L'armée de terre, vous serez recruté dans le domaine de l'infanterie. Donc l'infanterie, c'est le recrutement majoritaire dans l'armée de terre, hein, c'est le combattant à pied qui combat avec son équipement et donc c'est celui qui tient le terrain et qui est au plus près du contact avec l'ennemi. Donc si vous postulez chez nous pour le combat de l'infanterie et que vous êtes recruté, après vous rejoindrez un régiment d'infanterie et c'est lors de vos formations, en fonction des qualités qui auront été détectées ou pas, que vous serez orienté vers la formation de tireur de précision. Donc vous ne le savez pas au moment où vous rentrez, vous savez que vous allez être un combattant de l'infanterie et après, lors de vos formations, vous deviendrez ou pas tireur de précision. Et a-t-on obligation d'avoir un brevet de pilote pour être pilote? Alors, doit-on être titulaire d'un brevet de pilote pour être pilote? Bien sûr que non. On va recruter des personnes qui peuvent avoir un brevet de pilote, hein, ça n'enlève rien, ou qui n'ont pas de brevet de pilote. Ce n'est pas du tout un prérequis. Nous, ce qu'on va avoir en prérequis, par exemple, pour faire pilote sous contrat, c'est d'avoir un bac. Bac avec des dominantes scientifiques, c'est mieux. Vous pouvez être dans une logique de préparation en amont des tests en passant un BIA, en faisant quelques heures de vol de planeur par exemple, mais ce n'est pas nécessaire d'être titulaire d'un brevet de pilote civil. C'est pareil pour l'armée de terre. Si vous souhaitez devenir pilote d'hélicoptère, c'est pas un prérequis obligatoire. C'est lors du parcours de recrutement que vous passerez un moment des agréments techniques. Et lors de ces agréments techniques, vous aurez des épreuves bien particulières pour voir votre capacité à devenir pilote. Donc c'est pas un prérequis. Par contre, évidemment,
il faut déjà être bien renseigné sur les métiers. Il faut déjà avoir quand même une certaine appétence confirmée pour les domaines de l'aéronautique. Est-ce qu'on a d'autres questions? L'opération des yeux. Vous pouvez nous donner- Préciser que ça entraîne une aptitude d'un an et qu'il faut la faire au moins jusqu'à 21 ans. C'est ça. L'opération des yeux. Oui, alors on a une question sur en cas d'opération des yeux. Donc l'opération des yeux entraîne une inaptitude médicale d'1 an. Voilà, ça dépend à quel âge vous faites cette opération. Il vaut mieux la faire après 21 ans. Si vous la faites avant 21 ans, vous aurez cette inaptitude qui va courir jusqu'à ce moment-là. Je pense que c'est pareil pour l'armée de l'air. Il nous reste 15 minutes. Les tests physiques pour les femmes, ça peut servir, on a répondu. Les femmes passent les mêmes tests. Donc, oui, alors, on a une question sur les tests physiques pour les personnels féminins. Donc, l'adjudant-chef vous l'a présenté. On va revenir dans ce cas-là sur les tests physiques. Donc, en course à pied, c'est le même test pour les hommes et pour les femmes. C'est le test du Luc Léger. Ce test-là, il se déroule par palier. Donc, c'est un test navette, 2 plots espacés de 20 mètres, un bip qui vous donne la cadence. Et chaque palier dure 1 minute, donc à même vitesse. Et pour ce test-là, on n'ira pas au-delà du palier 12. Voilà. Donc ça, ce test, il est pareil pour les hommes et pour les femmes. La seule différence, c'est pour les tractions. Donc les hommes font des tractions en amplitude complète, mais en pronation, donc comme de main face à l'extérieur. Les femmes, elles, font du tirage poulie, donc c'est exactement le même mouvement, à part que vous êtes assise sur une machine de musculation et que vous avez un poids de 30 kg et que vous faites le maximum de répétitions. Voilà, c'est la seule nuance dans les tests entre hommes et femmes. Si vous êtes recruté, une fois que vous êtes militaire, vous passerez exactement les mêmes épreuves. La seule différence se situe au niveau des barèmes. Mais vous passerez exactement les mêmes épreuves. Donc une fois que vous serez militaire, les épreuves de sport en course à pied, c'est un 2400 mètres. Vous avez ensuite une épreuve d'appui faciaux, donc des pompes. Vous avez une épreuve de natation et vous avez des épreuves de tir. Voilà. Mais il n'y a que les barèmes qui changent. On demande la même chose aux hommes et aux femmes. Alors, je rebondis sur l'aspect homme-femme. Un grand point important dans les armées, l'avancement, les concours, les examens, les métiers sont communs aux hommes et aux femmes. Il n'y a pas de différence d'avancement ou de rémunération. Voilà. Donc ça, c'est important de le préciser. On retrouve des femmes pilotes de chasse, on retrouve des femmes dans l'infanterie. Le seul lieu où on n'a pas encore de personnel féminin, c'est dans les sous-marins. Pour des questions notamment techniques, c'est qu'il faudrait tout multiplier par 2, c'est-à-dire des chambrées féminines, des chambrées masculines, des sanitaires féminines, des sanitaires masculins. Et ça complique un petit peu l'architecture du sous-marin. Mais mis à part ce cas précis des sous-marins, on retrouve du personnel féminin dans tous les corps, dans tous les corps d'armée, dans tous les métiers. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Une question sur les périodes probatoires et la possibilité de quitter en cours de contrat. Alors vous avez une période probatoire de 6 mois qui est renouvelable, pendant laquelle donc vous pouvez quitter l'institution et le commandement peut décider que vous n'êtes pas adapté à la vie militaire. Donc ça, c'est une période de 6 mois. En revanche, une fois que vous avez signé votre contrat, il n'y a pas de possibilité de quitter en cours de route. Donc, si vous signez un contrat de 5 ans, là, vous êtes censé honorer votre contrat pendant 5 ans. Vous aurez droit à une reconversion à l'issue. Vous pouvez être muté pendant cette période de 5 ans. Vous pouvez demander à changer de spécialité pendant cette période de 5 ans, même si c'est quelque chose qui n'est pas systématique. En revanche, vous ne quitterez pas pendant la durée de votre contrat, uniquement pendant la période probatoire. Donc, lorsque vous vous engagez, faut quand même être sûr de votre choix. Il faut pas faire ça au hasard en se disant bon allez, si ça va pas dans 2-3 mois je pars. Vous aurez cette possibilité là, mais c'est faire perdre du temps à tout le monde. Donc c'est quand même un engagement au service de notre pays. Donc il faut y réfléchir au moment où vous signez votre contrat. Au niveau du contrat, au niveau des pilotes notamment dans l'armée de l'air, il y a un lien au service. La formation pour être pilote dure 3 ans. Chez nous, pour être pilote de chasse, pilote de transport, 3 ans, ça représente un coût. On est à plus de 140 000 euros par candidat, par élève. Donc derrière, il y a un lien au service. Donc, vous signez un contrat de 10 ans. Sur ces 10 ans, il y a 3 ans de formation au pilotage. Et derrière, vous devez les 7 années.
Si vous quittez l'armée, si vous préférez changer de voie et piloter chez Air France au bout de la 5e année, vous devrez rembourser au prorata des années que vous n'aurez pas faites dans l'armée. Voilà. Ça s'applique aussi pour l'armée de terre, hein, pas uniquement comme métier de pilote. Il y a différentes formations qui engendrent un lien au service. Donc effectivement, des formations qui ont été coûteuses et on attend derrière que la personne rentabilise cette formation. Donc ça, elles sont de tout niveau de responsabilité, de spécialité. Donc il y a des liens au service qui existent à différents moments de la carrière. Après, les contrats sont flexibles. Hein. Vous pouvez demander des fois des contrats de durée variable. Il n'y a pas que des engagements sur le long terme. La majorité des personnes qui servent dans les armées sont des contractuels. Comment se passent les tests de sélection pour devenir pilote de transport? Pilote de transport, on va faire des tests toute l'année, toutes les semaines. Je vais parler pour l'armée de l'air, hein, pour le coup. Pour être pilote dans l'armée de l'air, on va passer des tests toutes les semaines, toute l'année. Ça va durer 4 jours. On va vous tester, on va faire un test de palonnier, il va y avoir des tests arithmétiques, il va y avoir un simulateur de vol, il va y avoir des tests psychotechniques, des tests de sport. On retrouve tests d'anglais et on retrouve notamment des questionnaires sur la culture générale aéronautique. Donc c'est assez complet. On finit par des entretiens avec psychologues, avec des pilotes. Et une fois qu'on a fini cette phase de test qui va durer 4 jours, on va attendre une commission. Alors soit vous avez été éliminé pendant la semaine de test, hein, on élimine les candidats au fur et à mesure qu'ils échouent les tests dans cette semaine de sélection. Si vous réussissez la semaine, il va falloir attendre la commission. À la commission, vous serez pris ou pas pris. Si vous êtes pris, vous allez enchaîner sur une visite médicale pour voir si vous êtes apte à être pilote. Ensuite, vous intégrez l'école de Salon de Provence et vous partez sur un cursus, comme on l'a dit tout à l'heure, de 3 ans de formation militaire au départ. Vous allez passer votre brevet de pilote de planeur. Puis il va y avoir un premier aiguillage entre les pilotes d'aéronefs et les pilotes d'hélicoptères. Les pilotes d'hélicoptères seront formés avec l'armée de terre. Les pilotes d'avion vont continuer à Cognac. À Cognac, il va y avoir un aiguillage également entre les pilotes de chasse et les pilotes de transport. Les pilotes de transport iront dans le centre de la France et les pilotes de chasse resteront à Cognac. Donc on est exactement sur le même processus pour les pilotes d'hélicoptères de l'armée de terre. Les tests se passent sensiblement de la même manière et la formation dure 3 à 4 ans après, une fois que vous êtes recruté. La grosse différence, c'est que si vous voulez être pilote d'hélicoptère et que vous êtes recruté à l'armée de terre, vous savez que vous serez pilote d'hélicoptère. Après, vous basculerez durant votre scolarité sur pilote de transport, pilote d'hélicoptère d'attaque et de reconnaissance. Voilà, la spécialité se déterminera un peu plus tard durant la scolarité, mais vous êtes recruté comme pilote d'hélicoptère. Voilà. Nous, en revanche, vous êtes recruté en tant que pilote et cet aiguillage se fera en cours de formation. Vous pouvez pas passer les tests en disant je veux faire, mais ça va être en fonction de vos résultats et en fonction des besoins de l'armée de l'air durant la scolarité. Donc vous passez des tests pour être pilote. On a une question sur comment se préparer aux tests de sélection. Donc quand vous viendrez au CIRFA, si vous êtes intéressé et que vous lancez, que vous ouvrez un dossier, que vous devenez un candidat officiel, vous serez suivi par un conseiller en recrutement. Donc déjà, ce conseiller en recrutement, il va vous aider. Il va vous donner des conseils pour bien préparer ces tests. Alors après, vous l'avez vu, les tests, et évidemment, il y a la partie sportive à préparer. Hein. Donc la partie sportive à préparer, c'est préparer la course à pied et les épreuves spécifiques, donc les tractions et les squats. Ça, votre conseiller, en général, vous donne un programme sportif pour vous y préparer au mieux et vous laisse le temps pour arriver prêt lors des évaluations. Les tests psychotechniques, comme l'adjudant-chef l'a dit, c'est un gros test de QI. En amont, c'est censé donner de manière brute votre niveau sur ces tests-là. Donc, il n'y a pas de pré-préparation. Rien n'empêche d'aller sur Internet, se familiariser un peu avec ces tests-là et se remettre un peu en route là-dessus. Test d'anglais, c'est la compréhension écrite. Donc, ça peut se préparer un peu en amont, même si vous ne trouverez pas le test sur Internet. Votre thème de motivation, c'est travailler votre projet avec votre conseiller en recrutement, faire des recherches sur Internet et être sûr que le métier pour lequel vous postulez correspond à ce que vous souhaitez et ce que vous vous imaginez surtout. Voilà pour la préparation des évaluations. Les durées de contrat sont-elles toutes les mêmes?
Alors la durée de contrat, c'est très très variable. Déjà, ça va dépendre de la catégorie pour laquelle vous postulez. Donc comme vous l'avez vu, si vous postulez pour les militaires du rang, donc le bas de la pyramide, les contrats sont très variables. Ça peut aller de 2 à 8 ans, même de 1 an à 8 ans. Si vous postulez en tant que sous-officier, c'est variable. Et pour officier aussi, c'est variable. Donc là, la question est vaste. Mais oui, on a différentes durées de contrat. C'est vous qui le demanderez ou des fois ça vous sera imposé. Ça dépend aussi de la qualité des tests que vous faites. Si votre dossier est moyen, parce que vous avez fait des évaluations qui sont jugées moyennes, on vous proposera un contrat de moins longue durée. Vous laissez pour après progresser sur le long terme. Donc c'est vraiment très très variable. Ça dépend de vos souhaits et de votre potentiel. Un bac en poche à 17 ans n'est pas trop jeune pour intégrer l'armée. Quelle formation conseillerez-vous pour intégrer ensuite la formation dans l'armée de l'air ou dans la marine? Sur cette dernière question, dans les métiers de l'aéronautique pilote, l'idée c'est d'avoir un bagage scolaire le plus scientifique possible. Voilà. Donc vous avez votre bac en poche, 17 ans et demi, c'est un peu jeune, même si vous pouvez passer les tests. Le conseil vous avez jusqu'à 27 ans pour l'armée de l'air. J'aurais tendance à conseiller de pas se précipiter pour passer les tests. Chez nous, il n'y a qu'une tentative pour être pilote. Donc il faut gagner en maturité. Alors même si à 18 ans on peut passer des tests, c'est bien de se préparer et de passer des tests quand on se sent suffisamment mature, où on pense qu'on a suffisamment bien travaillé l'anglais, les connaissances générales aéronautiques. Voilà. Donc à 17 ans et demi, il faut pas se précipiter, il faut continuer. Le bac en poche, on continue vers un diplôme, qui vous plaît, quelque chose qui vous plaît. D'accord. Voilà ce que je peux conseiller. J'ai une question sur le recrutement des officiers sous contrat. Alors, je crois que c'est une question plus spécifique pour le niveau d'études des officiers sous contrat dans le domaine des ressources humaines. Alors, avec un diplôme universitaire, on va recruter des officiers sous contrat. Là, je vais répondre pour l'armée de terre. Donc, dans le domaine, on va recruter des spécialistes. Donc, les spécialistes dont font partie les ressources humaines. Très clairement, c'est un domaine qui est concurrentiel, donc on va être sur du bac plus 5. Tout ce qui est en dessous du bac plus 5 n'a quasiment aucune chance d'être recruté dans ces domaines de spécialistes, notamment les ressources humaines. Après, on va recruter aussi des officiers sous contrat dans le domaine encadrement. Donc là, c'est des futurs chefs, donc des chefs de section qui vont commander 30 à 40 soldats. Donc eux, c'est plus le profil qui va nous intéresser, puisqu'après ils vont être formés. Ils vont être formés pendant quasiment 2 ans avant d'occuper une fonction opérationnelle. Donc là, pour le coup, à bac plus 3, ça peut passer. Mais il faut être sportif, il faut avoir du charisme, il faut avoir une bonne gestion de ses émotions, faire des bonnes évaluations. Et là, on peut être recruté à bac plus 3, puisqu'après, l'armée va nous former. Mais pour tout ce qui est domaine spécialiste, RH, finance, psychologie, tout ça, c'est très fortement conseillé d'être à bac plus 5. On n'est pas concurrentiel à bac plus 3. Voilà. Je crois qu'on arrive à la fin du créneau imparti. Donc, ce que je vous engage à faire, c'est si vous avez d'autres questions complémentaires, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous au CIRFA. Vous n'êtes pas obligé de vous y déplacer physiquement. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous par téléphone. Vous aurez un conseiller en recrutement qui pourra répondre justement à vos spécifiques. Vous avez en bas de la présentation les liens vers les 3 armées. Vous pouvez, sur ces liens-là, prendre directement rendez-vous au CIRFA. Donc, ça collera avec votre emploi du temps et vos disponibilités. Donc, n'hésitez pas. Ça ne vous engage à rien. Et vous avez différentes formes de rendez-vous qui vous sont proposées, que ce soit physique ou téléphonique.